La discorde chez l'ennemi. Lorsqu'on évoque le général de Gaulle, tout le monde a en tête la résistance, l'appel du 18 juin, la libération de la France en 1945 et le retour à des institutions stables avec la fondation de la Ve République en 1958. Tout le monde se revendique aujourd'hui du visionnaire, du stratège et du leader qu'il a été. On oublie souvent qu'en 1940, il avait 50 ans et déjà une vie très riche d'action et d'influence. Ses ouvrages les plus célèbres sont bien sûr les Mémoires de guerre, puis les Mémoires d'espoir. Mais personnellement, je me suis aussi pénétré de ses ouvrages précédents, La discorde chez l'ennemi, paru en 1924, Le fil de l'épée en 1932, Vers l'armée de métier en 1934 et La France et son armée en 1938. Les deux premiers sont tout particulièrement inspirants pour ce qui concerne la stratégie et le leadership. Résumé de conférences données à l'école de guerre par le capitaine de Gaulle, alors au cabinet du maréchal Pétain, son premier ouvrage, La discorde chez l'ennemi, a pour objet d'analyser les différents centres de décision qui opéraient en Allemagne pendant la guerre 14-18, et notamment le conflit au sujet de la guerre sous-marine à outrance entre les civils dirigés par le chancelier Bethmann-Hollweg et les militaires dirigés par le tandem Hindenburg-Ludendorff. Pour illustrer les erreurs de l'armée allemande, il commence son propos par l'analyse des circonstances de la victoire allemande en 1870 et particulièrement du mode de commandement du comte von Moltke, alors général en chef des armées allemandes. L'opinion de Charles de Gaulle est que la victoire de ces armées est due à leur forte décentralisation avec, pour base, la puissance d'un corps de doctrine et le lien de confiance personnelle entre le maréchal von Moltke et ses officiers. C'est le maréchal qui avait choisi et formé tout l'état-major. C'est lui qui a affecté les officiers à tel ou tel poste, d'après leurs aptitudes et la confiance qu'il avait en eux. C'est grâce à lui que s'était créée, dans l'armée prussienne, cette unité de doctrine qui a provoqué à juste titre l'étonnement et l'admiration. Rien de neuf sous le soleil près d'un siècle et demi plus tard. Pour qu'une entreprise fonctionne bien, son management doit être décentralisé et responsable. Et pour qu'elle reste cohérente, il faut que son leader partage une vision, une stratégie et des politiques claires auxquelles puisse se référer l'ensemble de l'organisation. Voilà donc sa mission première, rendre clair son corps de doctrine et y faire adhérer tous ses collaborateurs. Dans le même temps, sélectionner ses managers sur leur capacité d'autonomie afin que les bonnes décisions se prennent en cohérence avec la stratégie, au bon niveau, celui qui est le plus proche de l'action concrète. Un leader saura donc exposer clairement sa vision et les valeurs dont il se réclame afin de permettre à ses équipes, où qu'elles soient, de se comporter à tout moment comme il se serait comporté lui-même, parce qu'elles les connaissent bien et qu'elles y adhèrent. La délégation est longuement développée dans mon dernier ouvrage, Les 10 commandements du leadership. À bientôt.